Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours mercredi 9 novembre 2022 et je continue mon résumé de ce qui a été travaillé. Enfin, travailler, c'est un bien grand mot, mais enfin, je le considère comme un travail. Ce qui a été un petit peu vu durant le mois dernier. Donc on a vu à partir, on a digressé, voilà, c'est le terme que j'emploie toujours à défaut d'autre chose. On a digressé à partir de l'ouvrage de René Guénon sur la crise du monde moderne, un peu sur Hegel. Donc on a travaillé sur Hegel, sur l'idée du maître et du serviteur, du maître et de l'esclave, bon bref, qui en fait appartient à ce grand ouvrage, la phénoménologie de l'esprit, qui cherche à comprendre toute l'aventure humaine jusqu'à son devenir. Et en fait, le devenir carrément de l'esprit, en fait. La montée progressive de l'esprit vers un esprit supérieur. C'est le travail que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net, vers lequel je vous renvoie. La réflexion que j'y développe est téléologique. Une réflexion sur l'évolution de l'humanité, où nous allons. Voilà, en prenant appui sur notre évolution, sur ce qui a évolué à partir du moment où nous nous sommes distingués des autres primates, où nous avons pris notre essor en tant qu'humanité. Donc, je vous renvoie vers la lecture vers la dernière vidéo, la vidéo première, donc le résumé numéro 1, la dernière vidéo que j'ai faite, pour voir un peu la genèse, comment je la vois, la genèse de l'humanité, son parcours entre le départ de sa distinction, notre distinction des autres primates, et puis la progression, progressive à travers les groupes humains, d'abord les petits clans, puis les tribus, la cité, le pays, la nation, etc. Et donc, la question qui se présentait à nous, c'était, à partir de maintenant, nous sommes arrivés à un fonctionnement pratiquement universel. Mais nous n'y sommes pas. On a construit les structures pour fonctionner universellement, pratiquement. L'ONU, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, du commerce, etc. Les syndicats commencent à se fédérer, etc. On a toutes les structures pour commencer à fonctionner universellement. Pratiquement. Mais on est encore en train de fonctionner au niveau national. On passe doucement du national au continental. Nous, par exemple, la France, elle est
inclus dans l'Europe, c'est une évolution. Hein. On était, par exemple, à la création de la France, c'était des petits fiefs, il a fallu s'y unifier, etc. Ça s'est fait dans la douleur, ça s'est fait dans la violence, ça n'a pas été simple, mais on a réussi à fédérer, à faire une nation, et c'est valable pour toutes les nations. Elles s'engendrent dans quelque chose qui est plus ou moins douloureux. Et je pense que Hegel avait compris cette mécanique de l'évolution. Et il l'a constaté, en fait, sans prendre de position. Alors, bien entendu que la sagesse voudrait qu'on soit juste des contemplateurs de l'évolution en tant que philosophe. On regarde et puis on accepte le monde tel qu'il est plutôt que de le désirer à notre convenance, comme le pensait Spinoza. Et donc juste en rendre compte. Mais on peut aussi être révolté par ce monde. On peut le critiquer, on peut en montrer les dérives, les ambiguïtés, etc. Ce qui peut s'améliorer, ce qui doit être amélioré, etc. Alors voilà, donc là, nous avons toutes les structures pour fonctionner universellement, on ne fonctionne pas universellement, on est encore dans la dichotomie, dans la scission entre l'Occident et le reste du monde. L'Occident et ses alliés, on va dire, voilà, dans l'Occident, il y a le Japon, l'Australie, des pays africains qui sont attachés à l'Occident, etc. Et de l'autre côté, il y a maintenant une force émergente qui arrive, qui commence à se fédérer derrière la Chine et qui veut s'émanciper de la domination occidentale. Alors, ce qui est difficile pour moi, finalement, c'est de pouvoir critiquer cet Occident, les dérives de cet Occident, les erreurs qu'elle fait, à mon sens. Voilà, on sait très bien en finalité, le monde ne fait pas d'erreur, il évolue tel qu'il doit évoluer. Et l'Occident, tant qu'il doit être dans cette position, il est dans cette position. Et le jour où il devra changer, ou peut-être maintenant, tout de suite, et peut-être il doit perdurer encore dans cette sorte de désir de domination, encore quelque temps, peu importe. Le monde se fait tel qu'il doit se faire, il n'y a pas de problème avec ça. Mais comment? La difficulté, pour moi, c'est de pouvoir critiquer cet Occident tout en sachant que c'est malgré tout le monde, le mieux pour vivre actuellement. Voilà, il n'y a pas, on ne peut pas, évidemment que dans la critique que je porte contre le monde occidental, le fait qu'il mette à distance le spirituel, qu'il ne veut pas en entendre parler, etc., je le vois comme une sorte d'excès. En même temps, l'Occident n'interdit à personne de s'intéresser au spirituel. Celui qui veut s'intéresser au spirituel, il le fait, il n'est pas brimé dans sa culture, même si voilà, il y a quelques excès du côté occidental. Il y en a des excès qui sont contestés d'ailleurs, et c'est clair qu'ils ne laissent pas toutes les communautés pratiquer comme ils le veulent leur foi, leur façon leur culture, leur foi, etc. Évidemment qu'en même temps,
l'Occident a pour rôle de faire évoluer l'ensemble humain vers plus de liberté, vers le fait que chacun choisisse, que personne ne soit obligé de croire ou obligé de se vêtir de telle façon, de pratiquer la religion de telle façon, etc., etc. Il y a tout un tas de règles obsolètes que l'Occident doit aider aux religions, à toutes les religions. Elle l'a fait plus ou moins avec le christianisme, mais elle doit le faire pour toutes les religions, et c'est légitime, évidemment. Mais quoi qu'il arrive, on sait que l'Occident permet cette liberté, et il y a des communautés, des pays, des nations qui n'offrent pas cette liberté, qui obligent à croire, qui obligent etc., etc., qui ne permettent pas le libre arbitre, qui ne permettent pas... Voilà. Et c'est contestable. C'est quelque chose qu'on doit contester, évidemment. Et donc, c'est plus ou moins ce que fait l'Occident. Les reproches qu'on fait, donc au fond, voilà, il est nécessaire de critiquer l'Occident, mais il est nécessaire aussi d'éclairer tout ce qu'il apporte à l'humanité, de positif, de fécond, etc., pour l'ensemble de la communauté humaine. Et de la même manière, l'Occident se doit... C'est pour ça que ça... En fait, on critique d'autant l'Occident, d'autant plus fort l'Occident, et ça me fait penser à des penseurs comme Noam Chomsky, ou comme... Là, j'ai lu... j'ai acheté des livres ce matin dans une solderie, et c'est un livre sur... justement, qui démontre un petit peu les excès critiques de l'Occident. C'est clair, ils y sont. Mais ces excès critiques ne sont pas là pour rien. C'est parce qu'en définitive, l'Occident se montre sourd à la critique. Et donc, plus on est sourd à la critique, et plus ça oblige l'autre à crier, à élever la voix, à se manifester, etc., à monter en violence. Si on a un conflit avec quelqu'un à n'importe quel sujet, si on lui dit gentiment, bon, voilà, tu vois, là, tu marches sur mes plantes-bandes, c'est pas bien, je veux pas que ça soit comme ça. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour ça. Et s'il n'écoute pas, est-ce que tu m'entends? Voilà. Et on hausse la voix, etc., etc. Et la violence monte, la violence verbale, ou même la violence physique, face à la surdité de la colonisation. Les autochtones dans les pays qui étaient colonisés dans les années 30, 40, 50, etc., avertissaient le monde colonial en lui disant « On veut que ça change, s'il vous plaît, arrêtez de nous oppresser, donnez-nous nos libertés, etc. etc. » Devant la surdité, c'est monté de plus en plus, manifestations, etc. Voilà, jusqu'à la révolution. Il y a une responsabilité de la partie sourde du monde. Voilà. Et donc, l'Occident, les critiques, par exemple, Noam Chomsky, je suis certain qu'il est absolument conscient de l'importance de ce qu'apportent les États-Unis au monde, etc. Je suis conscient qu'il n'est pas anti-américain, pas plus que je ne le suis, je ne suis pas anti-américain, bien entendu. Simplement, devant la surdité, on hausse le ton, on est plus virulent. Et en plus,
il est nécessaire du côté, quand on est du côté occidental, qui est dans cet état un peu de narcissisme, qui ne veut pas regarder ses défauts et qui pointe tout le temps du doigt, c'est la faute d'eux, voilà, le mal il est là-bas, le bien c'est nous, et le mal c'est ça, le mal c'est ça, le mal c'est ça, de façon sourde, sans qu'on puisse faire passer de l'intelligence dans le dialogue. Et donc de pouvoir faire évoluer aussi cet Occident, parce qu'en fait c'est ça le but. Eh bien, évidemment, ça accentue notre façon de critiquer. Et on est de plus en plus critique parce que devant le monde, devant un monde qui offre de la surdité. Voilà. Alors, donc, nous sommes arrivés à cette croisée du chemin où le monde est en train de... On a l'impression... La logique voudrait qu'on soit passé donc du clan à la tribu, une association de plusieurs clans, ça donne la tribu, plusieurs tribus, ça donne la cité, plusieurs cités, ça donne le pays, plusieurs pays, le pays, ça évolue en nations, plusieurs nations, ça donne le concert des nations, comme là où on en est, quoi. L'Europe, etc., l'OUA, l'organisation africaine, bon bref, l'organisation, l'ASEAN, le Mercosur, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, on est en train de fonctionner au niveau un peu... Il y avait la logique, c'était ça, c'était de passer du national au continental, et du continental, plus tard, on arrivait au mondial. Voilà, c'était ça un peu la route. C'est pour ça qu'il reste encore des étapes, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est comme ça. C'est comme si on disait, malheureusement, je suis adulte et je ne suis pas encore dans la vieillesse pour atteindre la sagesse. Voilà, on ne peut pas dire ça. Je suis adulte et quand on est dans la partie adulte, on est adulte. Quand on rentre dans la vieillesse, on rentre dans la vieillesse. Chaque moment est dans sa logique. Donc, aujourd'hui, le monde en est là et il est au bon endroit, quoi. Il est où il doit être. Voilà. Il n'y a pas de problème avec ça. Et donc, l'humanité, maintenant, apparemment, on a l'impression que le monde est en train de... Voilà, on est devant deux possibilités. Soit l'Occident entend ce que les pays émergents sont en train de lui dire. On veut partager le leadership. Ils ne le disent pas comme ça, mais ça veut dire ça, en somme. On veut un monde multipolaire. On ne veut pas un monde bipolaire, on veut un monde multipolaire. On veut un monde ouvert, on veut que tout le monde soit apte à que chacun puisse avoir l'égalité sur cette planète pour gérer cette planète, pour penser cette planète. Mais clairement, pas comme vous nous le proposez actuellement. Vous nous dites, oui, bien sûr, c'est vous-même qui avez l'Occident, c'est vous l'Occident qui avez créé toutes ces structures pour fonctionner, le G20, etc., l'ONU pour pouvoir parler tous ensemble, etc. Mais en même temps, vous avez détruit chez nous en Afrique ceux qui voulaient fédérer l'Afrique pour faire une force. Et ben vous les avez tués. Vous vouliez pas de concurrence à ce niveau-là. Vous n'avez pas été cool avec ceux qui voulaient s'émanciper en définitive. Donc on ne veut plus que vous vous comportiez comme ça, que vous vous comportiez comme des criminels. Vous voulez pas de socialisme en Amérique du Sud et vous êtes capable de faire monter des dictatures, etc. Toutes ces choses-là
On n'en veut plus. Voilà. On ne veut plus que vous gériez l'Afrique comme vous le faites, que vous mettiez en place que vous enleviez les gens qui ne vous conviennent pas, les pensées qui ne vous conviennent pas, que vous ne nous laissez pas participer à cette humanité. Alors, soit l'Occident le comprend, l'entend, soit progressivement ou brutalement, un monde plus puissant, un système plus puissant, va s'émanciper. La Chine, avec tout un... Voilà, c'est ce qui est en train de se jouer. C'est-à-dire, de plus en plus de pays se rattachent à la Chine, au BRICS, au système BRICS, et puis à d'autres systèmes, veulent s'émanciper du dollar, etc., etc. Et il y a un moment où ça va se développer, bien entendu. On peut être dans ce neutralisme mutuel. L'Occident peut freiner l'expansion peut passer son temps à freiner l'expansion de la Chine, l'expansion de la Russie, l'expansion de l'Inde, etc., du Brésil, je ne sais pas, de brimer la montée des socialismes, tout un tas de choses comme ça. Elle peut passer du temps à manipuler le système, on peut perdre tout notre temps là-dedans, évidemment. Et c'est peut-être ce qui va se passer, c'est peut-être comme ça que l'humanité va encore évoluer pendant quelques décennies jusqu'à ce qu'elle finisse par prendre conscience de son sens. Parce qu'en fait, pour changer ce modèle-là, il faudrait que l'humanité commence à prendre conscience du sens de son évolution. Tant qu'elle n'a pas pris conscience du sens de son évolution, il n'y a aucune raison qu'elle puisse se fédérer. Ça sera à partir du moment où elle pourra dire « Ah mais oui, alors notre évolution, le sens de notre évolution, c'est d'atteindre notre ultime perfection, c'est d'accéder à... De fabriquer, je ne sais pas comment ils vont le dire, moi je le dis comme ça sur la mécanique universelle, mais peut-être qu'ils vont dire, ben oui, maintenant il faut qu'on arrive à fonctionner de façon parfaitement écologique, donc on mette beaucoup d'énergie là-dedans, qu'on soit tous solidaires avec l'Afrique, avec l'Asie, avec l'Amérique, avec l'Europe, avec l'Océanie, et qu'on fasse le maximum pour travailler tous ensemble pour faire une planète parfaitement écologique. Donc allons-y, on va... Peut-être ça sera ça pour l'Occident, ça sera la seule façon supportable de pouvoir accepter le fait que de prendre en compte cette évolution et de dire, bon, on s'inscrit dans cette évolution. Peut-être que c'est impossible dans son esprit de dire, c'est une évolution qui va vers la spiritualité, qui va, comme je le prétends, qui va vers l'extase. Peut-être que c'est impossible pour l'Occident actuel d'imaginer cela, de pouvoir se le proposer, se dire, bon, ben, on va construire un monde voilà, où il y a la paix universelle, où peut-être c'est un peu trop, ça va trop loin. Mais même si ça va trop loin, il faudra commencer par autre chose, un peu plus ce dont je viens de parler. Voilà, on doit tous se fédérer pour la planète, pour améliorer les choses, etc. Et pour travailler main dans la main tous ensemble. Donc on arrête de se castagner, on arrête de se mettre des bâtons dans les roues, on arrête de travailler dans ce truc-là. On monte, on fait, bon, on aime la compétition, alors ok, on met une compétition genre les Jeux Olympiques, une compétition ludique et respectueuse et bienveillante. Voilà. Donc la Chine est en compétition avec l'Europe, l'Amérique, etc. Tout le monde se met en compétition, l'Afrique, l'Asie, etc. Ok, on est en compétition mais au final, ce qui est important, c'est ce qui est fait pour l'ensemble humain. Quoi qu'il arrive, c'est ce qui se passe. Voilà. On était en compétition entre le communisme, entre le capitalisme et le communisme.
Et cette compétition se faisait, par exemple, pour aller dans le spatial. Eh ben, au départ, c'était chacun croyait qu'il travaillait pour lui-même. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que ça a apporté le spatial où il en est. Et c'est universel maintenant. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. La compétition, au final, elle revient pour l'universel. Donc l'idéal, ça serait de faire des compétitions ludiques. Des compétitions, ok, des compétitions, mais pas, voilà, qui évitent d'entraver l'autre, d'essayer de l'anéantir, d'essayer voilà, avec des idées complètement criminelles, du genre, on va ramener ce pays à l'âge de pierre, on va ramener cette nation ou ce peuple au Moyen Âge. Voilà, et il y a des gens qui pensent comme ça. Et ça, c'est complètement, c'est aberrant, quoi. Ça va pas avec les gosses qui ont 15, 16, 20 ans, les Greta Thunberg, et qui sont l'avenir de demain. C'est eux, c'est pour eux, c'est nos enfants, c'est pour eux qu'on travaille. Donc c'est complètement aberrant de laisser ces mentalités archaïques dominer encore la planète. C'est pas logique, quoi. Voilà. Alors, c'est pas logique, mais si c'est ça qui doit s'imposer, c'est ça qui s'imposera. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a cette solution, soit on reforme deux blocs, mais les deux derniers gros blocs, voilà, tout le monde va devoir se ranger soit derrière la Chine, soit derrière l'Amérique, et dans tous les sens, si c'était ça qui s'impose, ça sera parfait, parce que ça sera le meilleur qui attirera vers lui le mieux. Donc la Chine ne pourra pas être une dictature de sauvages. Elle pourra être une démocratie un peu radicale, comme elle semble vouloir aller, peut-être, mais en s'adoucissant de plus en plus pour pouvoir convaincre les autres de venir vers elle, etc. Et l'Occident, il ne pourra plus être le prédateur qu'il est en Afrique ou ailleurs, ou le semeur de troubles qu'il peut être quand il veut atteindre ce qu'il veut atteindre, comme un gosse narcissique qui est capable de tout parce que ce qu'il veut, il faut qu'il l'ait. Voilà. Donc il faut que ça se passe comme ça. Donc c'est pareil, ça sera bon pour les deux, quoi qu'il arrive, si c'est cette compétition qui s'impose. Mais il est possible aussi que ça soit une prise de conscience qui s'impose, que ça soit la prise de conscience, que l'Occident finisse par dire, bon, c'est bon, ok, on a essayé d'anéantir l'autre, on ne peut pas, on n'y arrivera pas, tout le monde se raccroche à cette société émergente, tout le monde est en train de nous dire, vous nous embêtez depuis trop longtemps, c'est bon, vous écoutez pas, vous entendez pas, on n'arrive pas. Bien sûr que c'est vous qu'on bade, on bade l'Occident, évidemment, oui, c'est vrai, mais si vous vous comportez comme ça, on n'a même pas envie d'être vos larbins, d'être voilà, vos serviteurs. On n'a pas vraiment envie de ça. On n'a pas envie que vous ne nous respectiez pas, que vous respectiez juste quelques dominants pour avoir du pétrole, pour avoir des énergies fossiles. Enfin, on voit tellement, c'est tellement gros votre... vous arrivez avec des gros sabots et vous croyez qu'on ne vous voit pas, mais maintenant, tout le monde a compris. Voilà, et maintenant, c'est éclairé de partout, tout le monde l'éclaire. Donc, soit vous prenez conscience et vous changez, ça veut dire vous mettez à la tête de vos pays des types qui sont capables de penser autrement, soit eh ben, on ira ailleurs, on rejoindra la Chine, on rejoindra voilà, l'Inde, les pays émergents, voilà, ça sera comme ça. Donc, il y a ces deux voies. Laquelle va gagner? Je pense que on le saura dans peu de temps. Hein. Il faudra peut-être 1, 2,
2 décennies, peut-être une décennie, 2 décennies, le sort du monde va s'éclairer, à mon avis. Voilà. Et mon travail est justement pour que l'humanité prenne conscience de son sens maintenant, clairement, qu'elle puisse dire, bon, ben, quoi qu'il arrive, même si c'est un truc primaire, effectivement, l'humanité, c'est indéniable, on est en évolution, on était des primates, on a commencé à inventer, à maîtriser le feu, puis la roue, puis le jardinage, puis voilà, puis la sédentarisation, etc., etc. Puis on s'est organisé, voilà. Et maintenant, regardons maintenant où nous en sommes. On a fait un travail considérable. L'humanité, de façon généreuse, voilà ce qu'elle a fabriqué. Alors évidemment, il y a le pire parce que on a évolué inconsciemment, on n'a pas évolué consciemment. Parce qu'on le savait, par exemple, dès les années 30, même au 19e siècle, on savait que la pollution, c'était quelque chose etc. Et dans les années 40, 50, 60, on savait tout ce qui se passait. Donc si on avait évolué consciemment en disant, bon, on a le temps, on ne va pas se bousculer non plus, on va essayer de chercher le mieux possible, on va essayer de développer les énergies, machin, ce qu'on est en train de faire là. Mais on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas cet état d'esprit, de conscience de où nous allons, de notre sens. Et là, probablement que l'humanité va pouvoir commencer à dire, bon ben voilà, nous étions là, nous sommes là, et si on continue, évidemment, on va en s'améliorant. On n'a pas à aller en régressant. Ça devrait être notre base. Et dans cette base-là, on comprend que la laïcité est progressiste, que la théocratie est antique. Voilà, que c'est quelque chose qui revient, qui va chercher un fonctionnement ancien. Donc, évidemment, on saura ce qu'on doit privilégier. On doit privilégier un système où la liberté de culte, la liberté de penser, la liberté doit être privilégiée, évidemment. Mais on peut le faire en douceur et en respectant les autres. Évidemment que si on avait été dans cette façon de pratiquer avec, avec les autres cultures, les cultures traditionnelles, elles auraient évolué, mais tranquillement, sans difficulté. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs. Voilà, par exemple, l'Afghanistan dans les années 30, je ne sais pas, 30, 40, 50, était avant que les Occidentaux aillent s'y battre, aillent s'y et stimuler les pires, parce qu'en fait c'est ça, c'est les Occidentaux qui ont dit, qui ont soutenu des factions les plus archaïques en fait. Donc c'est là où il y a le comportement occidental ne va pas. Si on avait quand on était des bons partenaires, quand on était des bons partenaires humains de l'humanité, eh ben voilà, le Pakistan, l'Afghanistan évoluait doucement, tranquillement dans son rythme et sans aller imposer quelque chose. Il évoluait tout doucement, comme l'Occident a dû prendre son temps pour évoluer. Voilà, si à partir du début de la laïcité en 1900, on avait amené directement l'égalité des sexes ou la liberté la lutte contre les discriminations des homosexuels, par exemple, ou d'autres choses que maintenant on est apte à ouvrir, mais qu'à l'époque, ça aurait conduit à des révolutions, parce que ça aurait été trop rapide. Et donc,
l'idéal, c'est d'accompagner. Ça peut aller très vite, hein, parce qu'on est passé nous, en Europe, dans les années 60, il y avait des taudis qui existaient. Il y avait encore comment ça s'appelle, je l'ai traversé quand je travaillais à Paris. On traversait, voilà, des zones où des gens vivaient de façon complètement misérable. Et ils étaient maintenus dans cette misère, plus ou moins. Et en une ou deux décennies, on a sorti des gens de cet état. Donc on est capable de faire évoluer les pays. Comment se fait-il que l'Occident, en Afghanistan, n'ait pas réussi à entraîner, à amener le progrès comme il l'aurait fait avec l'Occident? Tout simplement parce qu'il a voulu le faire sans respect pour les autres, avec le sentiment de domination. Donc autant dire un sentiment d'humiliation en face qui était insupportable. On n'écoute pas. Si c'est valable pour un professeur qui viendrait et qui dirait bon voilà c'est comme ça et le premier qui bronche vous allez m'apprendre tout ça, le premier qui bronche je le maltraite, je le frappe, c'est moi qui suis le meilleur. Les élèves n'écoutent pas, c'est pas possible. Donc on le sait que c'est par la bienveillance que ça passe. Et l'Occident le sait. On a développé la psychologie, etc. Et la psychologie, elle existe depuis 2500 ans, depuis le judéo-christianisme. On a développé une manière la meilleure manière pour faire évoluer les choses. Pourquoi on est allé là-bas avec cette superbe, avec ce désir de domination, avec cet orgueil, avec ce truc qui n'avait pas disparu? Les Américains n'avaient pas perdu cet état d'esprit depuis qu'ils avaient conquis l'Amérique et qu'ils avaient fait la même chose avec les empires, bien sûr, avec les Indiens, etc., etc. Donc c'est cette mentalité qui est à dépasser. Il faut que l'Occident sorte de cette mentalité colonialiste et elle a un mal de chien de faire ça. C'est pour ça qu'elle ne veut pas entendre parler du wokisme, c'est pour ça qu'elle résiste de tous les côtés, parce que les dominants les plus archaïques, les plus sourds sont à la manœuvre. Voilà. Et on n'arrive pas à faire passer comme il faut un système de domination. Et ils sont à la manœuvre parce que l'oligarchie leur donne des chaînes de télé pour pouvoir répandre leurs propos archaïques. Voilà exactement comment ça se passe. Et si ça continue comme ça, les oligarques auront contribué au déclin de l'Occident. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Pour l'instant, on nous laisse encore, voilà, on nous laisse un peu le truc du doute, mais le monde ne l'acceptera pas longtemps. Voilà. Donc, les oligarques sont la cause majeure aujourd'hui du déclin de l'Occident. Ils ne laissent pas passer suffisamment les progressistes. Et c'est pourquoi, voilà, les élections aux États-Unis, on le voit, c'est pourquoi l'Europe est en train de faire... on voit bien ce qui est en train de se passer. C'est parce que le monde archaïque, c'est parce que le monde réactionnaire a le vent en poupe, mais simplement parce qu'il est stimulé par les médias des oligarques. Voilà, si c'était les progressistes comme dans les années 60, 50, 60, 70, eh ben, le monde n'en serait pas là. Là, la domination de l'Occident, en somme, ce n'était pas la domination, mais
les valeurs occidentales qui étaient prônées, c'était légitime qu'elles soient montées au pinacle. Parce que les médias que nous avions, eh ben, ils savaient aller, ils avaient l'esprit critique. Ils allaient, par exemple, quand il y avait une guerre, la guerre du Vietnam, ils avaient autant d'envoyés spéciaux du côté Viet Minh que du côté Viet Cong. Ils essayaient de... Et ils critiquaient le système, ils ne se laissaient pas embarquer par les médias, voilà, pas par les politiques ni par les militaires pour aller vendre une guerre chirurgicale. C'était pas du tout comme ça. Ils ont réussi même à se laisser imposer le fait de plus montrer la cruauté de la guerre. C'est une aberration quand on y réfléchit. Comment des médias, comment des journalistes ont pu accepter de se laisser entuber, de se laisser commander le fait qu'on ne doit plus montrer les carnages de la guerre. Comment on arrête une guerre si ce n'est en montrant les carnages et en soulevant l'opinion publique? Il y a pas, évidemment que voilà, il y a pas de l'esprit critique, il est au compte-gouttes, quoi. Ouais, L'Occident a remis en œuvre la torture, légalisée quasiment, et puis l'a délocalisée hors de ses frontières, dans un truc, et les médias ont laissé passer ce genre de choses. Ils l'ont critiqué comme ça, voilà, pour la critique, le minimum syndical, mais c'est tout. Il n'y a pas eu de réflexion sur ce truc qui est une horreur monumentale d'avoir réinstauré une torture classique. Et la façon dont la police arrête un être humain, le plaque au sol, lui met les genoux sur le truc, etc., où on est dans un système torsionnaire total. Et on laisse passer ça tout simplement parce que les médias ne laissent plus passer l'esprit critique derrière. Et donc, tout le monde se tait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas, s'il en va de votre vie de chercheur, de penseur, si vous êtes... si vous pouvez plus vendre de bouquins, plus vivre, quoi, eh ben vous vous écrasez sur ces trucs-là et vous cherchez même plus à réfléchir au symbolisme que ça engendre, le retour à la torture. Et les pays émergents ont vu que nous sommes repartis dans la torture, ont vu que nous étions capables de flinguer des centaines de milliers d'êtres humains en Irak ou ailleurs, voilà, comme ça, sous des prétextes fallacieux. Qu'est-ce que c'est pas possible d'être enviable comme ça. Voilà ce que le travail que je voudrais faire. C'est compliqué. Comment arriver à éclairer l'humanité dans ce sens. Voilà. C'est tout le travail de la mécanique universelle et de ces vidéos. Voilà. Et d'ailleurs, si vous trouvez ça important que ça soit un peu plus diffusé, n'hésitez pas à mettre des pouces à soutenir ou voilà, des commentaires, etc. À vous abonner. Voilà comment il faut dire, il paraît. À bientôt. Merci de votre écoute.